Bonjour. Dans le cadre des compléments des cours présentiels, nous continuons aujourd'hui avec le symbolisme et le choix porte sur Clair de lune de Paul Verlaine. Le poème. Clair de lune. Votre âme est un paysage choisi, que vent charmant masques et bergamasques, jouant du luth et dansant et quasi triste sous leur déguisement fantasque. Tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leurs chansons se mêlent au clair de lune. Au calme clair de lune triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres, et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. Paul Verlaine, recueil intitulé Fête galante. Analyse. Paul Verlaine est né à Metz en 1844. Perd très tôt la candeur de l'enfance et en gardera la nostalgie. Très jeune, il ressent à la façon baudelairienne les deux postulations opposées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan, avant de s'orienter vers le symbolisme. Verlaine se reconnaît tout d'abord comme parnassien et publie dans ce cadre en 1866 son recueil intitulé Poèmes saturniens. En 1869, le poète fait paraître les Fêtes galantes, qui ressemblent plus à des paysages intérieurs qu'à une suite de bals somptueux. Plus tard, le poète connaîtra à la fois la conversion, c'est-à-dire vivre selon l'idéal chrétien, et la chute, qui est une résignation devant les tentations. Les recueils Sagesse en 1880, Jadis et naguère en 1884 attestent d'une double vie partagée entre déchéance et aspiration religieuse, voire mystique. Le poète finira donc par rejoindre le symbolisme, qui est le troisième mouvement littéraire qui achève le XIXe siècle en s'instituant en école vers les années 1885-1900. Ce nouveau courant a dû effectuer un double travail. Liquider l'héritage poétique et en même temps assumer les éléments qui vont le distinguer et lui donner un style imposant. Sur ce point, Philippe Forest souligne à juste titre, je cite, « Comme tous les mouvements littéraires, le symbolisme a commencé par être la négation des pratiques poétiques antérieures. Et c'est dans ce refus qu'il a trouvé les bases les plus solides de son identité à venir. » Je ferme citation. Dans le sens du renouveau, les caractéristiques les plus marquantes du symbolisme sont l'idéalisme poétique et le sens du mystère. Donc, pour exprimer la réalité profonde de l'être et sa correspondance avec les choses, ces poètes utilisent le symbole et l'allusion. À l'instar des autres poètes symbolistes, Verlaine préfère le dire poétique sous-jacent, en ayant recours à l'allusion, aux correspondances et aux transpositions. On rappellera aussi le goût de ce poète pour la musicalité, d'où son choix et son raffolement du vers impair. Les vers célèbres du poème Art poétique, 1882, je cite, « De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair,
plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Ces vers sont l'exergue de notre propos concernant la musicalité. Le poème intitulé Clair de lune est très représentatif du versant symbolique de l'œuvre verlainienne. Et avant d'être la pièce liminaire d'un recueil, ce poème fut prépublié pour la première fois en 1867 dans la Gazette Rimée, sous le titre de « Fête galante ». L'expression « fête galante » désigne a fortiori le type de peinture qui représente ces catégories de réjouissance collective à la demande de la classe bourgeoise. Au fait, Clair de lune finit par être le premier poème des fêtes galantes composé de 22 pièces. Vu sa place, ce poème est censé donner le temps de tout le recueil. Précisément, cet ensemble de poèmes se présente d'emblée comme une suite de fantaisies à la manière de Jean-Antoine Watteau, artiste peintre à cheval sur 2 siècles, puisqu'il est né en 1684 et décédé en 1721. Il s'avère intéressant de présenter l'artiste parce que cela permettra de bien saisir l'atmosphère où baigne Clair de lune et qui entre en résonance avec l'œuvre du peintre. À cet égard, on peut citer en particulier les tableaux suivants. Les fêtes galantes, séance 1, avec l'amour au théâtre français en 1718, et séance 2 avec l'amour au théâtre italien vers 1717, puis le tableau intitulé Arlequin, empereur de la lune en 1721. De même, on peut évoquer Fête vénitienne vers 1717-1718. Certes, les commentateurs s'accordent sur le fait que seuls les 2 tableaux offrent au clair de lune dont il est question dans le poème, à savoir l'amour du théâtre italien et Arlequin, empereur de la lune. Mais si on considère l'ensemble des éléments exploités par Verlaine dans sa pièce, on serait obligé de revoir les autres toiles, tout récemment citées. En réalité, les éléments servant à la transposition d'un thème pittoresque en poème figurent dans plusieurs tableaux. À titre d'exemple, dans Fête vénitienne, se distingue, à côté de la fontaine, au fond, la statue en marbre sur son piédestal majestueux. Ceci fonde l'une des remarques préliminaires. Observons que Jean-Antoine Watteau fait voir dans ces toiles des paysages aux futaies majestueuses, des étangs reflétant le ciel et des percées ouvrant les scènes sur l'horizon. Les paysages sont enchantés et baignés dans une lumière répandue, fondue intimement dans ce qui l'entoure. Les temps sont chauds, scintillants comme ceux des personnages au manteau de satin. La technique feutrée, tout en gardant l'harmonie des éléments du premier plan avec le fond, elle assure la mise en valeur de chaque détail placé dans la scène. L'expression des personnages, la musique développant les émotions,
La socialité semble procurer une certaine impression de plénitude à ces scènes. Certes, ces fêtes, ces réceptions aristocratiques sont visiblement joyeuses, mais en raison de l'artificiel emboîté dans leur atmosphère, elles laissent échapper une certaine mélancolie. De la dette verlainienne au maître natif de Valenciennes atteste d'abord la première version du poème. La pièce comportait ce vers qui commence la 3e strophe et commémore l'œuvre du poète. Au calme clair de lune de Watteau. Avant que le poète ne donne la forme définitive, qu'on a d'ailleurs dans notre poème, au clair de lune, triste et beau. L'allusion au peintre est donc évidente. Ainsi, c'est dans le cadre historique et esthétique de Watteau que Paul Verlaine a puisé inspiration et matériaux pour son recueil. Sur un autre plan, le poème est un hommage à Baudelaire, qui a célébré la correspondance et l'équivalence entre l'âme et la nature. Pour la clarté de notre propos, on peut citer l'auteur des Fleurs du Mal dans son poème intitulé « Ciel brouillé », où il associe les troubles des nerfs à la tension de l'atmosphère orageuse. Tu rappelles ces jours blancs, tièdes dévoilés, qui font se fondre en pleurs les cœurs ensorcelés, quand, agités d'un mal inconnu qu'est le tort, les nerfs trop éveillés raillent l'esprit qui dort. Pour la forme, Clair de lune est composé de 3 strophes, de 4 décasyllabes et présente une alternance systématique de rimes croisées, masculines et féminines. Et dans le thème central est la fête champêtre nocturne. On retiendra dans le présent travail 3 aspects constitutifs de la poéticité du texte. La réalité ambiguë de l'être, la correspondance entre l'âme et la nature, et la transposition de l'âme en un paysage extérieur. Le premier vers de Clair de lune annonce l'analogie entre un destinataire et la nature. Votre âme est un paysage choisi. L'emploi de l'adjectif possessif pluriel et le vouvoiement suppose que le poète s'adresse à une femme avec galanterie et raffinement, comme le préconise la tradition aristocratique. Il est possible de penser qu'il s'agit de Mathilde Mottet, la fiancée du poète, ou d'une femme idéale inconnue. Aussi est-il légitime de concevoir en l'âme du poète un destinataire. Dans tous les cas, la similarité de l'âme avec la beauté de la nature lui confère une sublimité et nous invite à voir la réalité intérieure. L'adjectif laudatif choisi manifeste et anticipe le caractère délicat de cette fête champêtre. Si on considère tout le vers, on saisit qu'il débute par une double optique, celle de l'intérieur, âme, et celle de l'extérieur, paysage, choisi. Au cœur de cette strophe, les 2 vers du centre, que vent charmant masques et bergamasques, jouant des luttes et dansant et quasi, forment une unité sémantique
puisqu'il expose les aspects de la fête où se mêlent comédie, chant et danse. En effet, le mot masque réfère au théâtral et bergamasque est une danse particulière à la région de Bergame. Les termes signifient respectivement personnage portant des masques et personnage dansant une bergamasque. Ce sens est corroboré dans le vers qui suit par l'emploi des verbes jouer et danser. Quant à la forme participiale, jouant, dansant, elle contribue tant à créer la musicalité de la strophe par l'assonance en qu'à décrire et à suggérer le mouvement de la scène. À cela s'ajoute le triple retour des rimes riches. Oui, à cela s'ajoute le triple retour des rimes riches en asque, masque, bergamasque et fantasque. Étant donné qu'un masque, on parle de triple retour parce que masque et bergamasque offrent des rimes intérieures, alors que bergamasque et fantasque se justifient en tant que rimes croisées. Tout cela fait du premier quatrain une strophe des plus rythmées. Cependant, le rejet, en mettant en valeur l'emploi de l'adjectif triste, brise le rythme du bonheur fantaisiste. Enfin, le dernier vers, triste sous leur déguisement fantasque, accomplit le sens de toute la strophe et introduit un décalage entre la gaieté apparente et l'affliction intime. Les sentiments des personnages décrits sont dissimulés sous leur masque et donc seules les apparences comptent pour l'aristocratie. Dans la même perspective de la double réalité, les deux premiers vers du second quatrain, tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune, apportent des précisions sur le mode musical joué. En fait, le mode mineur, de ton plus bas que la normale, mélancolique et plaintif, instaure un autre élément antithétique dans l'atmosphère festive régie par la galanterie, amour vainqueur, et le séjour luxueux et aisé, la vie opportune. L'enjambement du vers 5 au vers 6 fait à la fois opposer les deux termes, mineur et vainqueur, et en même temps, il les associe ensemble en tant que rime intérieure, heure, et procure plus de musicalité au poème. Concernant le vers suivant, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur. Le poète décrit les personnages comme épris de doute et d'une incompréhensible inquiétude, rendant vaine toute tentative au divertissement, à la joie, ce qui soutient et développe l'idée de tristesse secrète annoncée dans la strophe précédente. D'autre part, le dernier vers du quatrain et leur chanson se mêlent au clair de lune, manifeste une sorte de synesthésie, du fait qu'il associe différentes perceptions auditives, le son, la chanson, et visuelle, clair de lune. Le verbe mêler pousse la correspondance à un haut degré,
au point de devenir une fusion. L'objectif du poète est non seulement de célébrer la beauté du paysage où trône l'astre lumineux nocturne, mais aussi de reprendre l'idée du paysage, plutôt de reprendre l'idée des sentiments ambigus, indécis. Ainsi se dissipe la correspondance entre les humains indécis sur le plan émotionnel et le paysage flou et confus dépeint lors de ce bal masqué sous le faible éclairage lunaire et auquel le poète va affecter d'autres expansions caractérisantes dans la suite de la pièce. Au niveau syntaxique, le troisième groupe de vers continue la seconde strophe par le biais de l'enjambement, lequel consiste ici en la reprise de l'expression clair de lune, qui termine le vers 8 et commence bien sûr le vers 9. Et leur chanson se mêle au clair de lune, au calme clair de lune. Et contrairement à la première strophe, qui se termine par un point et constitue sans équivoque une unité sémantique et syntaxique, la virgule qui ponctue la fin de la strophe médiane, parce qu'elle est située à l'intérieur de la pièce, la virgule qui ponctue la fin de la strophe médiane est une pause légère, mais qui assure le passage et solidarise le groupement de vers central avec le dernier. Il s'agit en fait d'enjambements strophiques, tels que le soutiennent Joël Garde-Tamine et Marie-Claude Hubert dans leur dictionnaire de critique littéraire. De plus, le premier vers, par la duplicité du clair de lune, étant à la fois triste et beau, dévoile une transposition du paysage intérieur du poète et reprend ce que le premier quatrain décèle, à savoir la gaieté d'apparence et la tristesse derrière la simulation, quasi triste. Dans le second vers, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres, la fête semble être achevée. Le calme supplante le chant. Le silence remplace le son. Et les oiseaux personnifiés rêvent sous l'astre nocturne au lieu de chanter. En vérité, les jets d'eau, tout aussi personnifiés, deviennent le suppléant du chant. Et sanglotaient d'extase les jets d'eau. Verlaine, en considérant les jets d'eau comme des pleurs, leur attribue la métaphore du deuil. La mélancolie, donc, atteint son paroxysme. En outre, au niveau phonique du dernier vers, les grands jets d'eau sveltent parmi les marbres. La répétition assure la musicalité et participe parallèlement à créer l'accord du poème. Sur ce point, le poéticien hongrois Aron Kebidi Varga note fort justement dans les constantes du poème ceci. Je cite: « La répétition des mots peut avoir une valeur à elle seule et marquer l'unité du poème. » Je ferme citation. Autrement dit, ce procédé littéraire impose au lecteur l'idée d'unité par la reprise des éléments
mais dans une optique qui fonde de surcroît la progression sémantique du poème. On observe que chaque élément repris est enrichi de caractérisation, ce qui étoffe le sens, comme c'est le cas pour l'expression clair de lune, qualifiée par 3 épithètes: calme, triste et beau. La première épithète calme est mise en valeur pour insister sur la fin de la fête. Il n'y a plus de chansons, plus de sons, plus de chants, c'est le calme. Et la troisième, beau, qui est une épithète détachée, parce qu'il y a usage de la virgule, bien sûr, entre en résonance avec le paysage choisi du vers 1. Quant à la reprise de l'élocution nominale jet d'eau, calquée sur celle qu'on vient de voir, insère une nouvelle caractérisation par un seul adjectif grand, donnant ainsi un nouvel élan à l'élément évoqué. Par ailleurs, ce vers 12 introduit de nouveau la transposition de l'image intérieure morne en un paysage triste et symbolique. La métonymie recensée à travers l'emploi de les marbres fait allusion aux sculptures, toujours choisies pour leur beauté et leur art. Mais qui sont aussi porteuses de sombreurs secrètes. Elles donnent l'apparence de la vie et cachent en secret son absence. Le poème s'achève donc sur le silence, l'inertie et la mélancolie. En guise de conclusion, Paul Verlaine, en se basant sur une thématique de tradition pittoresque, à savoir la fête galante, développe dans Clair de lune une dualité entre apparence et réalité. Le jeu de masques qui donne lieu au bonheur de surface voile une tristesse profonde. De plus, usant de symboles, le poète réussit la correspondance entre l'âme et la nature. Ainsi, le paysage dont parle Clair de lune n'est rien d'autre que la projection de l'âme du poète, à la fois recueillie sur lui-même et ouvert aux autres, à l'ailleurs, par la contemplation et la sensibilité. C'est pourquoi l'évocation du calme, du rêve, de l'extase, l'un des termes clés du poème, font allusion à la recherche de transcendance. À l'image du paysage flou et demi-éclairé, l'âme du poète indécise, vivant sous le poids des paradoxes et des conformités sociales, se contemple et se livre à une méditation d'ordre mystique. Par l'évocation du monde extérieur, en tant que symbole d'un état d'âme, le poète dépasse l'artificiel mondain, devient distant de lui-même, cherchant sa véracité et contemplant son moi authentique dont le reflet est ce royaume beau, sublime et éthéré. Merci de votre attention.